Donc, concours d'accès à l'ENSAM pour l'année 2008. L'exercice numéro 1. La question 1.1. Résoudre le système des équations linéaires suivantes. X plus 2y plus 3z égale à 0. 3x plus y plus 2z égale à 1. 2x plus 3y plus z égale à 2. La question 1.2. Soit A, B et C, trois ensembles non vides, et on suppose que A inter B est égal à A inter C et A union B est égal à A union C. Que peut-on dire alors de B et C? La question 1.3, dans le plan rapporté à un repère orthogonal, on considère les points A, B, C de coordonnées respectives, moins 1, 0, 2, 4 et 3, 3. Calculer l'aire du triangle ABC. La question 1.4, on considère l'énoncé P. Si le carreau est vert, alors elle est en marbre. Donnez la négation de P. La question 1.5, soit x appartenant à R, et on considère l'équation x carré plus 1 égale à 0, avec x appartenant à R. Nous pouvons encore l'écrire, cette expression ici, x plus 1 au carré moins 2x égale à 0. Ou bien on peut l'écrire encore, x plus 1 au carré est égal à 2x. C'est-à-dire on va mettre 2x de l'autre côté. Comme un carré est toujours positif ou nul, on en déduit donc que x est supérieur ou égal à 0. Mais notre équation, c'est-à-dire celle-là, elle peut s'écrire encore comme x moins 1 au carré plus 2x. C'est-à-dire que 2x est égal à moins facteur de x moins 1 au carré. Comme un carré est toujours positif ou nul, alors on en déduit que x est inférieur ou égal à 0. On a donc x supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à 0, donc x égale à 0. Et pourtant, 0 ne vérifie pas cette équation ici. Oui, l'erreur, avec explication. Donc, on a, pour la question 1.1, on a un système de trois équations avec trois inconnus. Donc, on va utiliser deux méthodes. Donc, la méthode, ce qu'on appelle élimination de Gauss, et je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode de Cramer. Donc, concernant l'élimination de Gauss, donc on va écrire ce système sous forme d'une forme matricielle. C'est-à-dire, on va mettre ici 1, 3, 2, ici 2, 1, 3, ici 3, 2, 1, et ici 0, 1, 2. Puis, ça, c'est la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3. Puis, on va faire des soustractions et des additions et des divisions entre la ligne 1, 2 et 3. Donc, pour éliminer le x, éliminons x dans les lignes 2 et 3. Donc, on va éliminer x ici et ici. Donc, pour cela, on va prendre L2. On va soustraire moins 3 L1, c'est-à-dire la ligne numéro 1, on va multiplier par 3, puis on va faire la soustraction. Donc, on aura ici 3 moins 3, c'est 0. On aura ici 1 moins 6. On aura ici 2 moins 9. Donc, c'est-à-dire, on aura cette équation ici, c'est-à-dire moins 5y, moins 7z. Ici encore, on a 1 moins 3 fois 0, c'est-à-dire 1. Donc, on a cette équation ici. Donc, on va prendre la ligne numéro 3. Donc, L3, elle est égale à L3 moins 2L1. On va multiplier par 2. Parce qu'on veut éliminer le x. Donc, on aura donc cette équation ici. Donc, et la matrice, cette matrice ici, elle se transforme en cette forme ici. Donc ici, on garde le x, le y et le z. Ici, on n'a que le y et le z. Ici, on n'a que le y et le z. Donc, pour éliminer le y de la ligne 3, ici, pour éliminer ce moins 1 ici, donc on va prendre la ligne numéro 3, on va soustraire moins 1 cinquième de cette ligne ici. C'est-à-dire, on va prendre ça, moins 1 cinquième de ça,
et ça, moins 1 cinquième de ça, et ça, moins 1 cinquième de ça. Donc, on va prendre ceci, on va trouver que z égale à moins 1 demi. Une fois on trouve le z, on va la remplacer ici, ou bien ici pour trouver le y. Une fois on trouve le y, on la remplace ici pour trouver le x. Donc, ceci nous donne y, on va la remplacer ici, on va trouver que x il est égal encore à 1 demi. Donc, on a donc x égale à 1 demi, y égale à 1 demi, et z égale à moins 1 demi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle élimination de Gauss. Donc, la méthode de Cramer, elle est basée sur ce qu'on appelle donc les déterminants. Donc, on a le système d'équations. Donc, on va calculer le déterminant. Le déterminant, c'est quoi? C'est, on va prendre le 1, 3 et 2. On va prendre 2, 1 et 3. On va prendre 3, 2 et 1. Donc, pour trouver le déterminant, donc on va faire comme ça. Donc, on va barrer. Donc, on va prendre barrer cette partie-là et cette partie-là. On va prendre l'intersection, c'est-à-dire C1. Lorsqu'on barre ceci avec ceci, il reste cette matrice ici. On va l'écrire ici. Puis, on va passer à... Donc, on va prendre ce ligne avec ce colonne. Donc ici, l'intersection, c'est 2 avec un moins. Donc il reste 3, 2 et 2, 1. Puis ici, avec un plus. Donc parce que les signes sont positifs, négatifs, positifs. Donc ici, c'est positif. L'intersection, ici, lorsqu'on barre la colonne avec la ligne, on a donc 3. Et il reste la matrice 3, 2, 1, 3. Donc, ça, c'est 1. Ça, on va multiplier 1 fois 1, moins 3 fois 2. Ça, c'est moins 2. On va multiplier 3 fois 1, fois 2, fois 2. Ça, c'est 3, on va multiplier 3 fois 3, moins 1 fois 2. On va trouver qu'il est égal à 18, qui est différent de 0. Donc, s'il est différent de 0, alors S, elle admet ce qu'on appelle une matrice inversible. Ou bien, c'est-à-dire que le x, y, z, elle existe. On peut la trouver. Donc, pour trouver le x, on va prendre delta x, c'est-à-dire la matrice de delta x sur déterminant de S, c'est-à-dire sur 18. Alors, pour trouver le delta x, c'est la même procédure comme ici, tout simplement, à la place de x, cette partie-là, on va la remplacer par ces coordonnées ici. Donc, on va éliminer les 1, 3 et 2. On va mettre à la place cette partie-là. Et c'est la même chose, c'est-à-dire, on barre, donc on va prendre l'intersection, c'est-à-dire 0. Lorsqu'on barre ici, il reste ceci. Moins 2, on barre ici, il reste ceci. Ça, c'est plus 3, on barre, il reste ceci. On va diviser par 18. Donc, ça, c'est le calcul. Donc, ça, moins ça, moins ça. On va trouver donc qu'il est égal à 1 demi. Concernant y, c'est la même procédure, c'est-à-dire les coordonnées de y, ici, on va la remplacer par ce terme ici. Ainsi que pour le z, encore pour le z, on va éliminer ces coefficients, on va la remplacer par ici. C'est la même procédure, c'est-à-dire, on aura donc y, elle est égale à delta y sur déterminant de s, c'est-à-dire on va mettre à la place de coordonnées de y, on va mettre les coordonnées qui se trouvent à droite. Et la même procédure, c'est-à-dire plus, moins, plus, on va trouver donc le y. Pour le z, c'est la même chose, c'est-à-dire les coordonnées de z, on va la remplacer par 0, 1, 2. Même procédure, donc on va trouver qu'elle est égale à moins 1,5. Donc,
x, y, z est égal à 1 demi, moins 1 demi. Donc, on va trouver le même résultat que celle trouvée par la méthode d'élimination de Gauss. Donc, concernant la question 1-2, la relation entre B et C. Donc, on a, pour l'énoncé, A inter B est égal à A inter C. Et on a A union B est égal à A union C. Donc, on veut trouver la relation entre B et C. Donc, dire que A inter B est égal à A inter C signifie que les éléments communs à A et B sont exactement les mêmes que ceux communs à A et C. C'est-à-dire A inter B. Donc, les éléments de A inter B sont les éléments de A inter C. Donc la condition de A union B est égale à A union C signifie que les éléments qui appartiennent soit à A ou à B sont exactement les mêmes que ceux qui appartiennent soit à A, soit à C. Donc en combinant ces deux conditions, on en déduit que B et C ont exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire que B est égal à C. Autrement dit, donc voici la démonstration ici. Donc, on a A union B. Donc, voici le A, voici le B. Ça, cette partie-là, c'est A moins A inter B. Cette partie-là, c'est A inter B. Donc, ça, c'est A moins A inter B. Ça, c'est B. Et ça, c'est B moins A inter B. A union B, c'est A moins A inter B plus B moins A inter B moins A inter B. Donc, c'est-à-dire que pour trouver A union B, c'est A plus B moins A inter B. Et pour trouver A union C, c'est A plus B moins A inter C. Donc lorsqu'on prend ça moins ça, alors cette expression-là, moins cette expression-là, elle va donner B moins C égale à 0, c'est-à-dire que B est égal à C. La question 1,3. Donc, on va trouver l'aire du triangle ABC avec A de coordonnées moins 1, 0, B de coordonnées 2, 4 et C de coordonnées 3, 3. Donc, en utilisant la formule de l'aire d'un triangle dans un repère. Donc, l'aire, c'est tout simplement 1 demi, la valeur absolue, parce que ça, c'est une distance. Donc, l'aire est égal à 1 demi, donc x1, c'est-à-dire les coordonnées de, c'est-à-dire l'abscisse de A, qui multiplie l'ordonnée de B moins x3, c'est-à-dire x3, c'est l'abscisse de C, plus x2, facteur de y3, c'est-à-dire l'ordonnée de C, moins l'ordonnée de A, plus x3, c'est-à-dire l'abscisse de C, facteur de y1, c'est l'ordonnée de A, moins y2, c'est-à-dire l'ordonnée de B. Donc tout simplement, on va remplacer ces termes ici par leur valeur. On va trouver que ceci est égal à 7,5. Donc l'aire d'un triangle dans un repère, c'est-à-dire
ce triangle ici ABC, elle est égale à 7,5. La question numéro 1,4, la négation de l'énoncé P. Donc l'énoncé dit que si le carreau est vert, alors elle est en marbre. Donc la traduction logique de cette écriture ici, soit V, le carreau est vert, et M, le carreau est en marbre. Donc si le carreau elle est vert, alors elle est en marbre. Donc le vert c'est V et le marbre c'est M. Donc l'énoncé dit que V, il implique le M. Donc si le carreau est vert, alors elle est en marbre. C'est-à-dire que V implique M. Donc l'écriture V implique M. C'est quoi? Donc dans la logique, on a A implique B, ça équivalent à non A ou B. Donc A implique B est équivalent à non A ou B. C'est-à-dire que V implique M, c'est non V ou B. Et la négation de ceci, c'est-à-dire la négation de A implique B, c'est la négation de cela, c'est-à-dire la négation de non A ou B. Et la négation ici, non A, c'est A ou ça devient A, non B. Donc ceci, ça s'écrit A, ça A, ça s'écrit comme ça, A, non B. Donc ça, c'est la définition. Donc A implique B est équivalent à non A ou B. Donc ça, c'est la traduction de A implique B, ça s'écrit de cette façon-là. Et ou, lorsqu'on dit ou, c'est tout simplement, c'est comme ça. Ou, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc ça, c'est la conjonction, ça, c'est la disjonction. Ou, ça s'écrit V, et ça s'écrit V à l'envers. C'est-à-dire V implique M, la négation non V implique M, c'est non, donnant V ou M, c'est-à-dire c'est A, c'est-à-dire c'est V, et ça c'est A, non M. Donc le carreau est vert et il n'est pas en marbre. Donc ça, il est équivalent à non V ou M. Et la négation ici, c'est-à-dire non donnant V ou M, non donnant V c'est V ou c'est A, et non M. Donc ça s'écrit V, ça s'écrit comme ça, non M. La question 1,5, on a une équation x carré plus 1 égale à 0, avec x c'est un élément de R, donc c'est un réel. Donc il nous a dit qu'il s'écrit de deux façons. Il s'écrit comme x plus 1 au carré moins 2x, et il s'écrit comme x moins 1 au carré plus 2x. Donc sous cette forme-là, x plus 1 au carré, elle est égale à 2x. Et sous cette forme-là, alors x moins 1 au carré est égal à moins 2x. Donc puisqu'ici le carré il est toujours positif, c'est-à-dire cela entraîne que x il est supérieur ou égal à 0. Et ici, puisque le carré il est toujours positif avec un moins, donc il faut que x soit inférieur ou égal à 0. Donc on a x supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à 0, entraîne x égal à 0. Alors si x égale à 0, si on remplace ici, on va trouver que 1 il est égal à 0, donc c'est pas valable. C'est-à-dire que la condition
c'est-à-dire que x égale à 0, c'est pas solution de cette équation, alors que x, elle appartient à R. Donc l'erreur provient de l'interprétation incorrecte des conditions sur x, parce que lorsqu'on dit x appartenant à R et on vous demande de résoudre cette équation, ça, c'est pas faisable. Parce qu'on sait davantage que x carré plus 1, il est différent de 0, car le carré, il est toujours positif, avec un 1, c'est toujours positif. Donc, d'après l'hypothèse, x carré plus 1 ne peut pas être égal à 0. Donc, l'erreur vient de l'hypothèse x appartenant à R. Donc, dire que x appartient à R et résoudre cette équation, ça, c'est une erreur. L'exercice 2, la question 2.1, calculer l'intégrale
allant de 0 jusqu'à 100 de la partie entière de x d de x. La question de 2, soit f, une fonction dérivable, et sa dérivée est continue sur AB, avec a inférieur à b. On suppose que l'intégrale de a à b de f à la puissance 4 de x d de x est égale à l'intégrale de a à b de f à la puissance 3 de x d de x est égale à l'intégrale de a à b de f carré de x d de x, montre que f est constante sur AB. La question de 3, soit la fonction définie pour tout x différent de 1 par f de x est égal à sinus de x moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1, facteur de x moins 1 à la puissance p, avec p un élément de z. Quelle valeur faut-il donner à f de 1 pour rendre f continu en 1? La question de 4, une petite fille compte sur ses doigts, 1 sur le pouce, 2 sur l'index, 3 sur le majeur, 4 sur l'annulaire, 5 sur l'auriculaire et 6 sur l'annulaire, 7 sur le majeur, le 8 sur l'index, le 9 sur le pouce et ainsi de suite. Son père lui demande ce qu'il fait. Je veux savoir sur quel doigt tombera 9999, répond-elle. Pouvez-vous lui donner la réponse? La question de 5, il y a un an, Youssef avait l'âge à l'envers de sa mère. Les mêmes chiffres lus dans l'autre sens. L'année prochaine, Youssef aura l'âge à l'envers de son père. Cette année, la somme des âges des parents est égale à 102. Quel est l'âge actuel de Youssef? Donc, on va commencer par l'exercice 2.1. Donc, on veut calculer l'intégrale de 0 jusqu'au 100 de la partie entière de x d de x. Donc, on sait que la partie entière de x, elle est située entre n et n plus 1. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 100 de e de x d de x, donc, le e de x, elle est compris entre n et n plus 1, c'est-à-dire entre 0 et 100, c'est-à-dire que le n, il appartient à 0 jusqu'à 99, car 99 plus 1, c'est 100. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 100 de la partie entière de x d de x n'est rien d'autre que la somme de n égale à 0 jusqu'à 99 de l'intégrale de n à n plus 1 e de x d de x. Et cette partie-là, donc ça, ce n'est rien d'autre que la somme de 0 à 99, l'intégrale de n, n plus 1, e de x, il est égal à n, d de x. Donc, ceci nous donne, donc, égal à la somme de 0, 99, ici l'intégrale, ça c'est, puisque c'est n, donc, ça c'est un élément qui est constant, donc ça c'est n, et ça c'est n plus 1 moins n. Donc on simplifie, il reste tout simplement la somme de 0 jusqu'à 99 de n. Donc il reste donc l'intégrale de 0 jusqu'à 100 de la partie entière de x d de x, ce n'est rien d'autre que la somme de 0 à 99 de n. Donc on sait, donc ça c'est ce qu'on appelle une progression arithmétique. Donc ça on connaît la somme, c'est la somme de 0, c'est-à-dire c'est 99 fois 100 divisé par 2. Autrement dit, donc ça c'est égal à 4950. Donc l'exercice 2.2, on a une fonction qui est dérivable et sa dérivée elle est continue. Sachant que l'intégrale de a à b de
f à la puissance 4 de d de x est égal à l'intégrale de a à b de f de x à la puissance 3 de d de x est égal à l'intégrale de a à b de f carré de x d de x. Donc on va prendre ce terme ici moins ce terme-là, c'est-à-dire ça. Donc l'intégrale est égale à cette intégrale, cela équivaut à ceci moins ça est égal à 0. Donc on va mettre f de x à la puissance 3 en facteur, donc on aura cette forme ici. Donc cette partie-là, elle est égale à 0 si le terme ici est égal à 0. C'est-à-dire que ça, elle est égale à 0. Ça égale à 0, c'est-à-dire f de x est égal à 0, ou bien f de x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire f de x égale à 0, ou bien f de x est égal à 1. Donc, montrons maintenant que f elle est constante. Donc, supposons que f de x prenne deux valeurs différentes dans AB. Par exemple, f de x1 égale à 0 et f de x2 est égal à 1. Pour certains, x1 et x2 qui appartiennent à l'intervalle AB. Comme f il est continu, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x prendrait toutes les valeurs entre 0 et 1 sur AB. Alors que ce qu'on trouve, c'est qu'elle prend tout simplement 0 et 1. Ce qui est contredit. Donc, ce qui est contredit, le fait que f de x ne peut prendre que les valeurs 0 et 1. Par conséquent, donc, f de x doit être constante sur AB. Parce qu'il y a une contradiction avec le théorème des valeurs intermédiaires et les valeurs prises par f de x ici. Donc, f, elle est constante sur AB. La question 2.3, on a cette fonction-là. On veut la rendre prolongeable, c'est-à-dire que on veut qu'elle soit continue en x égale à 1. Autrement dit, il faut que limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à f de 1. Donc, ici, quand x tend vers 1, alors x moins 1 tend vers 0. Donc, on va faire un changement de variable. On va poser t est égal à x moins 1. Donc, on aura donc limite quand x tend vers 1 de f de x, ce n'est rien d'autre que limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur la valeur absolue de t, t à la puissance p. Donc ceci est égal à limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur la valeur absolue de t, qui multiplie limite quand t tend vers 0 de 1 sur t à la puissance p. Donc on sait que ça, puisque limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t, elle est égale à 1, puisque ici on a la valeur absolue, donc ceci est égal à plus ou moins 1, avec ce terme ici. Donc, le comportement de f de x près de x égale à 1, soit t égale à 0, parce que lorsque x tend vers 1, t tend vers 0, donc dépend de la valeur de p. Donc si p est supérieur à 1, alors ce terme ici tend vers plus l'infini. Autrement dit, f de x tend vers plus l'infini, donc la fonction n'est pas prolongeable en x est égal à 1. Si p est égal à 1, alors si on remplace ici, on va trouver que 1 sur t à la puissance 1, donc c'est l'infini. Donc il n'est pas prolongeable par continuité pour p supérieur à 1 ou bien pour p égale à 1, c'est-à-dire pour p supérieur ou égal à 1. Le cas où p égale à 0, donc si on remplace par 0, on trouve qu'il est égal à 1. Donc f de x, elle est égale à plus ou moins 1 qui multiplié 1, c'est-à-dire est égal à plus ou moins 1. Et f est prolongeable dans cette partie-là par continuité en x, parce que ce qui nous intéresse, c'est la continuité pour 1, c'est pas pour moins 1. Donc ce qui nous intéresse, c'est rendre f continu en x est égal à 1. Donc lorsqu'on prend p égale à 0, on va trouver que f de x tend vers plus ou moins 1. Donc ce qui nous intéresse, c'est 1. C'est-à-dire que
on a f, elle est prolongeable par continuité en x est égal à 1 en posant f de 1 égale à 1. Pour le cas pour p inférieur à 0, donc p elle est inférieure à 0, c'est-à-dire que ce terme-là 1 sur t à la puissance p est égal à 0, car p elle est négative, c'est-à-dire comme ce terme-là, il vient au numérateur. Donc lorsque t tend vers 0 de 1 sur tp, elle est égale à 0, c'est-à-dire que f de x est égal à 0. Et f n'est pas prolongeable en continuité en x est égal à 1. Donc pour rendre f continu en x est égal à 1, il faut que p elle est égale à 0. Et on pose f de 1 est égal à 1. La question 2, 4. Sur quel doigt tombe 9999? Donc, la petite fille, elle a les doigts ici. Donc, voici, ça c'est le pouce, ça c'est l'index, ça c'est le majeur, ça c'est l'annulaire, et ça c'est l'auriculaire. Donc, elle compte de cette façon ici, d'une manière cyclique. Donc, pour déterminer sur quel doigt tombe le nombre 9999, nous calculons le reste de la division de 9999 par 9. Donc, ceci nous donne 1111 avec un reste égal à 0. Donc, si le reste est égal à 0, donc cela signifie que 9999 correspondant au dernier doigt du cycle qui est le pouce. Donc 9999, elle tombe sur le pouce. Donc, la question de 5, l'âge actuel de Youssef. Donc, soit Y, l'âge actuel de Youssef, M, l'âge actuel de sa mère, et P, l'âge actuel de son père. Les conditions données sont, les conditions données d'après, ici, l'hypothèse. Donc, il y a un nom, donc c'est-à-dire un nom passé. Donc, l'âge de Youssef est à l'envers de sa mère, c'est-à-dire l'année dernière, Youssef, son âge c'est Y-1. Donc, il chiffre inversé de M-1. L'année prochaine, Youssef aura l'âge à l'envers de son père, c'est-à-dire pour l'année prochaine, c'est-à-dire Y plus 1. Elle est égale chiffre inversé de P plus 1. Inversé. On va inverser ces âges. Donc, cette année, la somme des âges des parents est 102, c'est-à-dire M plus P, c'est-à-dire la mère et le père. Donc, la somme de leur âge, c'est 102. Donc, maintenant, on va analyser. Donc, maintenant, on va analyser ces écritures ici. Donc, supposons que Y-1 il est égal à 10A plus B. Pourquoi 10A plus B? Parce que l'âge de Y, c'est-à-dire l'âge de Youssef, il ne dépasse pas le 100, c'est-à-dire il est inférieur strictement à 100. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre des unités et un chiffre des dizaines. C'est-à-dire que Y-1 est égal à 10A plus B, où A et B sont des chiffres de Y-1. Donc M-1, puisqu'il est à l'envers, donc 10A plus B, ça s'écrit DB plus A. De la même, on suppose que Y plus 1 il est égal à 10C plus D. C'est-à-dire que P plus 1, c'est l'inverse, c'est 10 fois D plus C. Donc, exprimer les âges. Donc, l'âge de Youssef, il y a un nom
était y moins 1. Donc l'âge de sa mère, c'est m moins 1. Donc on aura donc y moins 1, c'est-à-dire ce terme-là, elle est égale à m moins 1, c'est-à-dire elle est égale à ce terme ici. Donc on va tirer le m. Donc le m, elle est égale à cette expression ici. De la même pour le père, c'est-à-dire y plus 1, elle est égale à ce terme ici. Et p plus 1, elle est égale à ce terme ici. C'est-à-dire à partir de ça, on peut tirer p. Donc on a m plus p est égal à 102, c'est-à-dire on va remplacer le p et le m par leur valeur. On va trouver cette expression ici. Donc cette expression ici, maintenant, il faut la tester avec des valeurs possibles. Donc, si y moins 1 est égal à 12, c'est-à-dire que y est égal à 13, si y est égal à 13, alors m moins 1 elle est égal à 21, puisque c'est l'inverse. Donc si y moins 1 est égal à 12, c'est-à-dire m moins 1 est égal à 21, c'est-à-dire que m est égal à 22. Et si y plus 1 est égal à 14, c'est-à-dire y est égal à 13, donc p plus 1 il est égal à 41, c'est l'inverse. Donc p elle est égal à 40. Donc si on fait la somme, on va trouver qu'il est égal à 62. C'est incorrect parce que la somme c'est 102. Donc si on prend y moins 1 égale à 23, donc y il est égal à 24. Donc m moins 1 il est égal à 32. C'est-à-dire que m est égal à 33. Donc avec la même chose, donc on va trouver ça, c'est égal à 84, donc c'est incorrect. Donc si y moins 1 égale à 34, donc y il est égal à 35. Donc m moins 1 il est égal à 43, c'est-à-dire que m égale à 44. Donc y plus 1 égale à 36. C'est-à-dire que y est égal à 35, c'est-à-dire que p plus 1 est égal à 63, c'est-à-dire que p est égal à 62. Et la somme de ces deux, elle donne 102. D'où y elle est égale à 35. C'est-à-dire l'âge de Youssef actuel, elle est égal à 35 ans.
L'exercice numéro 3, c'est un QCM. Donc, la question 3.1, la proposition, quel que soit x appartenant à n, et quel que soit y appartenant à n, il existe un z appartenant à n, tel que x est égal à yz. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? La question 3.2, quel que soit x appartenant à n, il existe un y appartenant à n, et quel que soit z appartenant à n, x est égal à yz. La question 3.3, 7 quarts identiques, pleins ou 2 tiers partent de Meknes Fs. Un quart des touristes descend de chaque quart. Les 3 quarts des touristes restants sont rassemblés dans 3 quarts. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Donc, l'exercice 3, donc la question numéro 3, 1. Donc, on a la proposition, quel que soit x appartenant à n et quel que soit y appartenant à n, il existe un z appartenant à n tel que x est égal à yz. Donc, cette proposition, elle est fausse. En effet, si on prend x est égal à 5 et y est égal à 2, donc x est égal à 5, y est égal à 2. Donc, z, elle est égale à, n'appartient pas à n. Ou bien, on peut utiliser ce qu'on appelle la démonstration par la négation. C'est-à-dire, si la négation est vraie, alors l'autre, elle est fausse. Donc, la négation de cette expression ici, ou bien cette proposition, c'est, quel que soit, il devient, il existe, et il existe, il devient, quel que soit. Et égal, il devient différent. Donc, la négation ici, elle est vraie. Donc, cette négation, elle est vraie, d'où la proposition, elle est fausse. La question 3.2. Donc, on a la proposition ici. Donc, cette proposition, elle est fausse. Par exemple, si on fixe y égale à 10, parce qu'il existe. Donc, on aura x est égal à 10 fois z. Et pour, par exemple, si on prend x égale à 4, alors z est égal à 2 cinquièmes, qui n'est pas un entier. Donc, ou bien on peut raisonner par ce qu'on appelle un contre-exemple. Pour x est égal à 1, il n'existe pas de y tel que x est égal à yz. Pour tout z, prenons par exemple z égale à 2, alors x est égal à 2y qui est égal à 1, c'est-à-dire que y est égal à 1 demi qui n'est pas un élément de n. Donc la proposition, elle est fausse. La question 3.3, on a 7 quarts identiques, pleins, aux 2 tiers, c'est-à-dire les 2 tiers qui est plein. Il reste un tiers qui est vide. Un quart des touristes parmi les 2 tiers descend de chaque quart. Donc les 3 quarts des touristes restants sont rassemblés dans 3 quarts. Donc les 3 quarts des touristes qui restent sont rassemblés dans 3 quarts. Donc, pour analyser cette situation, décomposons les informations. Donc, le nombre de quarts, c'est 7. Le remplissage, chaque quart est rempli aux 2 tiers. Ce qui descend, c'est un quart des touristes descend de chaque quart. Donc, le total de touristes par quart, c'est-à-dire ici, on a donc, si on désigne x, c'est le nombre de touristes, alors dans chaque quart, il y a 2 tiers qui multiplie x. Donc puisqu'on a 7 quarts, donc il faut multiplier par 7. On a donc 14 sur 3x touristes. Un quart des touristes descend de chaque quart. Donc on va prendre le 1 quart, on va multiplier par 2 tiers de x. Donc c'est 1 sixième de x. De touristes. Donc total qui descend de 7 quarts, puisqu'on a 7 quarts, donc c'est 7 fois 1 sixième de x, c'est-à-dire c'est 7 sixièmes de x. Touristes.
Donc ce qui reste, c'est 14 sur 3x moins 7 sixièmes de x. C'est-à-dire est égal à 21 sur 6x. C'est-à-dire est égal à 7 demi-x touristes. Les 3/4 des touristes restants sont rassemblés dans 3/4. C'est-à-dire on a 3/4 fois 7 demi-x, soit 21 sur 8x touristes, qui ne sera vrai que pour x un multiple de 8, parce qu'on a une fraction ici. D'où il n'est pas possible de rassembler 21 sur 8x touristes dans seulement 3/4, car chaque quart ne peut contenir qu'une certaine capacité selon le nombre x de touristes. Donc l'affirmation, elle est fausse. La question 3.4. Le produit de deux fonctions négatives décroissantes est une fonction croissante. La question 3.5. Si A est un nombre réel quelconque et f une fonction définie strictement décroissante sur l'intervalle A non inclus plus l'infini, alors les limites quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. La question 3.6. Une fonction ni continue ni monotone peut être bijective. La question 3.7, soit les fonctions u de x est égal à ln de x et v de x est égal à x plus 1 sur x moins 1, on note d de u rond v et d de v rond u les domaines de définition de u et v. Donc, est-ce qu'on peut avoir le domaine de u rond v est égal au domaine de v rond u? La question 3.8, soit f l'ensemble des applications continues de R dans R. Vérifions, quel que soit x, y appartenant à R au carré, f de x plus y qui multiplie f de x moins y est égal à f de x, f de y au carré. Et f de 0 est supérieur ou égal à 0. Est-ce que la fonction définie par 2 à la puissance moins x carré appartenant à l'ensemble des applications f? Donc la question 3.4 consiste à montrer que le produit de deux fonctions négatives décroissantes est une fonction qui est croissante. Donc on a deux fonctions qui sont négatives et décroissantes. C'est-à-dire que si on désigne par f de x et g de x deux fonctions, alors f de x il est négatif, g de x il est négatif et leur dérivée elle est négative car elles sont décroissantes. Soit h de x qui est égal au produit de f de x et g de x, parce que ce qu'on veut c'est le produit. Donc, puisque f de x est négatif et g de x est négatif, donc le produit il est positif.
Maintenant, on va passer à la dérivée. Donc, la dérivée de f de x, g de x, c'est f' de x, g de x, plus f de x, g' de x. Or, ça est négatif et ça c'est négatif. Donc, ça c'est positif. Ça est négatif et ça c'est négatif, c'est positif. Donc, h', il est positif. Donc, h' de x, il est positif, ce qui signifie que h de x, il est croissante. Donc, le produit de deux fonctions négatives décroissantes est une fonction croissante. Donc, c'est une proposition qui est vraie. La question 3.5. Si A est un nombre réel quelconque et f est une fonction définie et strictement décroissante sur AB, alors est-ce que forcément les limites quand x tend vers plus l'infini, elles tendent vers moins l'infini? Donc ça c'est fausse. Pourquoi? Parce que la fonction est strictement croissante sur A plus l'infini. Donc c'est-à-dire que il peut avoir une limite quand x tend vers plus l'infini. Par exemple, si on prend f de x est égal à 1 sur x, cette fonction, il est continue sur AB. Est strictement décroissante, car la dérivée est égale à moins 1 sur x carré qui est toujours négative. Donc, alors que la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. C'est pas égal à moins l'infini. Donc, cette proposition, elle est fausse. La question 3.6. Une fonction ni continue ni monotone peut être bijective. Cette proposition, elle est vraie. En effet, si on prend par exemple f de x est égal à x, si x appartenant à q est égal à moins x, si x appartenant à q, donc cette fonction qui est formée par deux morceaux, elle est bijective sur R, mais elle n'est pas ni continue ni monotone. Et pourtant, elle est bijective. Donc, soit u de x est égal à ln de x et v de x est égal à x plus 1 sur x moins 1. Donc, d'abord, il faut trouver l'expression de u rond v et l'expression de v rond u. Alors, on a u rond v, c'est u de v de x, c'est-à-dire ln de x plus 1 sur x moins 1. Donc, l'ensemble de définitions ici, il faut que x plus 1 sur x moins 1 doit être supérieur strictement à 0. C'est-à-dire x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Maintenant, on passe à v rond u. V rond u, c'est v de i de x, qui est égal à ln de x plus 1 sur ln de x moins 1. L'ensemble de définitions ici de v rond u, il faut que x soit supérieur strictement à 0, et il faut que ln de x moins 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire que x appartenant à 0, e, union e plus l'infini. Donc, les deux domaines ne sont pas les mêmes. Donc, cette proposition, elle est fausse. La question 3.8, on note F l'ensemble des applications continues de R dans R. Vérifions donc f de x plus y qui multiplie f de x moins y, elle est égale à f de x, f de y, le tout au carré. Et f de 0, il est supérieur ou égal à 0. Donc on va prendre la fonction 2 à la puissance moins x carré. Donc il faut calculer ce terme et calculer ce terme, puis il faut les comparer entre eux. Alors pour f de x plus y qui multiplie f de x moins y. Donc ceci est égal à 2 facteurs. Donc ça c'est facile, c'est tout simplement, donc ça c'est x plus y au carré, c'est une identité remarquable, ça c'est une identité remarquable, on va trouver cette expression ici. Et f de x, f de y au carré, on va trouver ce terme-là au carré, c'est-à-dire ce terme-là, donc c'est 2 à la puissance moins 2 x carré plus y carré. Donc les deux termes sont les mêmes. On a f de 0 est égal à 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc on a cette proposition, elle est valide, et celle-là, elle est encore valide. Donc, la fonction 2 à la puissance moins x carré, elle appartient à l'ensemble f des applications f continue de R vers
R. La question 3, 9, la fonction f définie par f de x est égal à x moins 1 plus racine carrée de x moins 1 au carré sur x moins 1 si x est différent de 1. Et f de 1 est égal à 1. Admet une tangente au tout point de R. La question 3.10, on considère les deux intégrales. I1 qui est égal à l'intégrale allant de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de cosinus de x sur sinus de x d de x, et I2 est égal à l'intégrale de pi sur 6 vers pi sur 3 de sinus de x sur cosinus de x d de x. Est-ce que I1 est égal à I2? La question 3.11, l'équation 10 x à la puissance 3 plus x moins 1 égale à 0 admet au moins une solution de l'intervalle 0,1. La question 3.12, la fonction f définie par f de x qui est égale à moins x carré plus 3x plus 1 l'exponentielle de x est une solution sur R de l'équation différentielle y' moins y est égal à 2x plus 3 l'exponentielle de x. Donc, on a la fonction f de x est égal à x moins 1 racine carrée de x moins 1 au carré sur x moins 1. Si x est différent de 1, et f de 1 est égal à 1. Donc, si x est différent de 1, on a cette équation. Alors, racine carrée de quelque chose au carré, c'est la valeur absolue. Donc, ceci, elle est égale à x moins 1 plus la valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1. Donc, on a des cas. Si x est supérieur à 1, alors x moins 1 est égal à x moins 1. Donc, f de x, on simplifie ici, elle reste x moins 1 plus 1, qui est égal à x. Si x est inférieur à 1, alors x moins 1, la valeur absolue est égale à moins x moins 1. Donc, ceci, ça nous donne x moins 1 moins 1, c'est x moins 2. Ici, x égale à 1, donc on a f de 1, elle est égale à 1. Donc, on va tout simplement calculer pour trouver, parce que pour trouver l'équation de la tangente, il faut trouver le nombre dérivé, qui est ce qu'on appelle la pente de la tangente. Donc, limite quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire cette partie-là, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, f de x, elle est égale à x. Donc, x moins 1 sur x moins 1 est égal à 1. Donc, ça, c'est la dérivée à droite. La dérivée à gauche, donc limite quand x tend vers 1 moins, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, donc c'est cette expression ici. Donc c'est x moins 2 moins 1 sur x moins 1, c'est x moins 3 sur x moins 1. Lorsqu'on remplace x par 1, on va trouver est égal à moins 2 sur 0 moins, c'est-à-dire est égal à plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable en x est égal à 1, car la fonction change brutalement de valeur autour de x égale à 1, donc elle n'admet pas de tangente en un point de R. Donc la proposition, elle est fausse. Donc concernant l'intégrale, on a l'intégrale I1 et on a l'intégrale I2. Donc concernant I1, donc on a ici le cos et on a ici le sin. Donc le cos et le sin sont alternés, c'est-à-dire que la dérivée de l'un est égale à l'autre. Donc la
cosinus de x, ce n'est rien d'autre que dérivé de sinus de x. Donc on aura donc d de sinus de x, et sinus de x, c'est ln de sinus de x. Donc entre pi sur 6 et pi sur 3. Donc ici, on a pi sur 6, ici on a pi sur 3. Donc c'est ln de ça moins ln de ça. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne ln de racine de 3. Pour le I2, on a sinus de x et cosinus de x. Donc sinus de x, ce n'est rien d'autre que la dérivée de moins cosinus de x. Donc on a ici un moins. Donc ceci nous donne moins. Donc ça c'est moins. Donc la dérivée ici des cosinus de x sur cosinus de x, c'est ln de cosinus de x entre pi sur 6 et pi sur 3. Ici on a un c moins. Donc c'est moins, donc log de cos pi sur 3 moins ln de cosinus de pi sur 6. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne ln de racine de 3. Donc on a I1 est égal à I2, donc ceci elle est vrai. Concernant l'équation 10 x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on a la fonction, elle est continue, c'est-à-dire la fonction ici, elle est continue. Donc, f de 0, elle est égale à moins 1, f de 1 est égal à 10. Donc, le produit, il est négatif. Donc, si le produit, il est négatif, et la fonction, elle est continue, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc, il existe au moins un c qui appartient à l'intervalle 0,1 ouvert, tel que f de c égale à 0. Donc cette proposition, elle est vraie. Donc la fonction, elle admet au moins une solution dans l'intervalle 0,1. La question 3.12, on a la fonction f de x est égale à moins x carré plus 3x plus 1, l'exponentielle de x. Et on a l'équation différentielle du premier degré. Donc, pour dire que cette fonction est la solution de cette équation, il faut tout simplement remplacer le y par cette expression. Et il faut dériver cette expression ici et la remplacer ici. Donc, on a f de x, on va la dériver, on trouve cette expression ici. Puis, on calcule donc y' moins y, c'est-à-dire f' de x moins f de x. Donc ceci, après calcul et substitution et après simplification, on trouve qu'il est égal à 2x plus 3, l'exponentielle de x, c'est-à-dire égal à ce terme ici. Donc c'est bien que cela veut dire que f de x, c'est une solution de l'équation différentielle ici. Donc la proposition, elle est vraie. L'exercice numéro 4. Question à réponse précise. Donc la question 4.1. Citer parmi les propositions A, B, C et D celles qui sont équivalentes. C'est-à-dire A à comparer avec B, à comparer avec C, à comparer avec D et ainsi de suite. La question 4.2. Soit f la fonction définie par f de x, fonction deux fois dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. Et soit la fonction grand F
de x qui est égal à f de sinus de t défini sur moins pi sur 2, pi sur 2. Déterminer la dérivée seconde de f. La question 4.3, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1 moins x. Donc la question 4.1, citez parmi les propositions A, B, C, D, celles qui sont équivalentes. Donc la proposition A, c'est P implique Q, le tout implique R. Donc cette proposition signifie quoi? Signifie que si P plus Q est vrai, alors automatiquement R elle est vraie. Et la proposition, donc la proposition C, si P implique Q implique R. C'est-à-dire que cela signifie que si P est vrai, alors Q implique R est vrai. Donc on en déduit donc que A et C sont équivalentes. Donc pour voir ceci, on va essayer de dresser un tableau ici de logique. Donc voici P, voici Q, voici R, voici non P, voici non Q, voici non R. Lorsqu'on dit P implique Q, cela signifie que c'est non P ou Q. P implique R, c'est-à-dire non P ou R. P implique Q, le tout implique R, c'est non de ce, donc non de non P ou Q ou R. Et non de non P ou Q, c'est P et non Q ou R. Q implique R, c'est non Q ou R. P implique Q implique R, c'est non P ou non Q ou R. C'est-à-dire c'est non P ou Q et non R. Donc on a besoin pour montrer que A et C sont équivalents. Donc ici on a P implique Q implique R. Donc tout simplement il faut prendre P implique Q implique R, c'est-à-dire c'est non P implique Q ou R. On a déjà P implique Q, donc non de ceci avec le R. On va trouver que c'est faux, vrai, ainsi ici on va trouver faux, vrai, donc elles sont les mêmes, donc on dit que cette expression-là, elle est équivalente à celle-là, c'est-à-dire autrement dit, le A est équivalent à C. Donc c'est tout simplement ça ce qu'on appelle la logique. Donc vous avez déjà vu, donc il faut tout simplement essayer de voir et s'inspirer de les relations ici. Donc pour les autres, ça ne marche pas. Donc sauf tout simplement la proposition qui est vraie, c'est A qui est équivalence à C. Les autres ne sont pas équivalents. Donc il faut tracer les tableaux et voir est-ce que les autres sont vrais ou bien n'est pas vrai. Du fait que, par exemple, P, A, ça c'est A, Q implique R, donc cela signifie que C, P et Q sont tous deux vrais. Donc, parce que A, c'est les deux doivent être vrais. Alors R est vrai. Alors que la proposition P implique R, A, Q implique R, cela signifie que P implique R. Donc ça dit que si P est vrai, alors R est vrai, et cela automatiquement doit donner que Q est vrai et R est vrai. C'est-à-dire les deux, cette proposition doit être vraie et celle-là doit être vraie. Donc ce ne sont pas les mêmes. Donc tout simplement, donc, ce qui est vrai, c'est A, elle est équivalente à C. Donc ici, on a une fonction qui est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. Et on a la grande fonction f de t égale à f de sinus de t. Donc définie sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on va calculer la dérivée ici. Donc ça, c'est une fonction qui est composée. Donc la dérivée d'une fonction composée, c'est la dérivée de la première
qui multiplie la dérivée de la deuxième. Donc on va appliquer ici, donc parce qu'on veut dériver la dérivée seconde, c'est-à-dire on va dériver cette fonction deux fois. Donc la première dérivation, donc c'est celle-là, donc c'est-à-dire on va dériver, c'est-à-dire ça nous donne f' de sinus de t, et la dérivée de sinus de t, c'est cosinus de t. Donc la deuxième, donc seconde dérivée, c'est dériver cette expression ici. Donc la dérivée seconde, c'est la dérivée de cette expression ici. C'est-à-dire, on va trouver cette expression ici. Donc ça, c'est la dérivée, ça, cosinus de t. Donc ceci, ça nous donne f de, c'est pas, ça c'est faux. F seconde de t, ça parce que ça, c'est un variable ici, c'est un variable. Donc ça, c'est f seconde de sinus de t, cosinus de t, ça c'est la variable qui multiplie cosinus de t. Ça c'est pas une variable de f seconde ici. Moins la dérivée ici c'est f' de sinus, c'est f' de sinus de t, et ça, la dérivée c'est un moins. Parce que donc c'est un moins, c'est sinus de t. Donc ça, il y a des accolades ici. Donc c'est f seconde. Donc la dérivée seconde, c'est f seconde de cette variable qui multiplie cosinus de t, moins f' de cette variable qui multiplie sinus de t. La question 3, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression-là, donc ça c'est facile, vous le connaissez déjà, simplement il faut multiplier par ce qu'on appelle le conjugué. Donc ici on a le moins, on va multiplier par 1 plus, et si de calcul on va trouver qu'il est égal à 1 demi, donc ça c'est facile, c'est pas... La question 4.4, on considère l'ensemble E formé par A, B, C, D, E, F, G. Donc petit a, déterminer le cardinal de l'ensemble P de E, des parties de E. La question B, soit A, qui renferme 4 éléments A, B, D, F, un sous-ensemble de E. Calculer le nombre d'applications de E dans A. La question 4.5, soit la fonction définie sur 1 plus l'infini par g de x est égal à x plus 1, ln de x plus 1 moins x moins 1, ln de x moins 1. Donc calculer g' de x. Et la question 4.6, calculer l'intégrale de 2 à 3 de ln de x plus 1 sur x moins 1 d de x.
Donc, on a un ensemble formé par 7 éléments. Donc, P de E, ce n'est rien d'autre que 2 à la puissance n. On est 7, donc ça, c'est 2 à la puissance 7, c'est 128. On a A, c'est un sous-espace de l'espace E, c'est-à-dire qu'il contient 4 éléments parmi les 7 éléments ici. Donc, chaque élément de E peut être envoyé vers l'un des 4 éléments de A. Donc, c'est-à-dire que le nombre total d'applications, c'est 4 à la puissance 7, c'est-à-dire égal à 16 384. Donc, on a la fonction ici qui est définie sur 1 plus infini. Donc, c'est tout simplement la dérivée, c'est tout simplement c'est la dérivée, dériver ça, multiplier par ça, puis prendre ça, multiplier par la dérivée, et ainsi de suite. Donc, c'est tout simplement des calculs. On va trouver qu'il est égal à ln de x plus 1 sur x moins 1. Avec x appartient à 1 plus l'infini. Donc, cette expression-là, on va l'utiliser ici. Donc, l'intégrale de 2 à 3, qui est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, cette intégrale, ce n'est rien d'autre que g de x entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Donc, c'est-à-dire cette expression-là, entre 2 et 3, donc on va trouver qu'il est égal à 6 ln de 2 moins 3 ln de 3. La question 4.7 détermine l'ensemble f de i dans les cas suivants, c'est-à-dire petit a f de x est égal à 1 sur x carré moins 1, i égale à 0,1. F de x est égal à sinus de x, et i est égal à 0 pi. Donc, quelle est l'image de i par la fonction f? La question 4.8, soit a, le point de coordonnées 1, moins 2, et d, la droite d'équation 3x plus 4y moins 1 égale à 0. Donc, calculer la distance de a à la droite d. La question 4.9, calculer la partie réelle et imaginaire du complexe 1 plus i racine de 3 à la puissance 9. Et la dernière question, c'est-à-dire question 4.10, au fond d'un puits de 12 mètres se trouve un escargot. Pendant la journée, il grimpe de 3 mètres, mais chaque nuit, il glisse de 2 mètres. Il commence son ascension le 1er juin à 8 heures. Quel jour et quelle heure sortira-t-il du puits? Donc, déterminer l'ensemble f de i dans les cas suivants. On a l'intervalle i, donc f' de x, donc on va dériver cette fonction-là. On va trouver qu'elle est négative sur l'intervalle 0,1. Donc, f de i, puisque ça, elle est décroissante, donc f de i, c'est l'image de l'inverse ici.
c'est-à-dire limite quand x tend vers 1 moins de cette expression-là, et limite quand x tend vers 0 plus de cette expression-là. Donc ceci nous donne moins l'infini moins 1. Concernant la fonction f de x est égale à sinus de x sur l'intervalle 0pi, donc la dérivée, ça nous donne cosinus de x. Puisque i appartient à 0pi, donc on a deux intervalles. Sur l'intervalle 0pi sur 2, cos elle est positive, donc la fonction elle est croissante. Et sur pi sur 2 pi, la fonction elle est décroissante. D'où f de i, c'est limite quand x tend vers 0 plus de sinus de x, et limite quand x tend vers pi sur 2 en moins pour la première de sinus de x. Puisque ça, elle est positive. Donc ça, elle est croissante. Dans cet intervalle ici, on a f de i égale à 0 et 1. Et dans l'autre, c'est-à-dire dans pi sur 2 et pi, ça, elle est négative. Donc, c'est-à-dire que la limite, c'est limite quand x tend vers moins pi et moins pi sur 2. Donc, on va trouver encore 0 et 1. Donc, f de i, elle est égale à 0, 1. Donc, soit A, le point de coordonnées 1, moins 2, et D, la droite d'équation cartésienne 3x plus 4y moins 1 égale à 0. Donc, on peut calculer la distance de A à D. Donc, la distance, elle est donnée par cette relation ici. Donc, ça c'est facile puisque le A, c'est le 3, et le B, c'est le 4. Et x1, c'est 1, et y1, c'est moins 2. Donc on remplace ici, on va trouver qu'il est égal à 6 sur 5. Donc on a 1 plus i racine de 3. Donc 1 plus i racine de 3, ça s'écrit 2 facteurs de 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Ceci, c'est le module C2 et l'argument c'est pi sur 3. Donc si on va enlever ça à la puissance 9, c'est-à-dire enlever ça à la puissance 9. Enlever ça à la puissance 9, c'est 2 à la puissance 9, et ici c'est 9 qui multiplie pi sur 3. Donc ça nous donne 2 à la puissance 9, ça c'est 3pi. C'est-à-dire est égal à 2 à la puissance 9 cosinus de 3pi plus i sinus de 3pi. Cosinus de 3pi c'est moins 1, sinus de 3pi c'est 0. C'est-à-dire est égal à moins 2 à la puissance 9, qui est égal à moins 512 plus 0i. Donc la partie réelle, c'est moins 512, et la partie imaginaire, c'est 0. La dernière question, donc on a un escargot dans un puits. Elle monte et elle descend. Donc, elle grimpe de 3 la journée, et elle descend de 2 mètres la nuit. Donc, elle commence son ascension le 1er juin à 8 heures. Donc, ce qu'on veut, c'est quel jour et quelle heure sortira-t-il du puits. Donc, l'escargot, il fait des cycles. C'est-à-dire, elle monte, puis elle descend, puis elle monte, elle descend, ainsi de suite. Donc, le cycle jour-nuit correspond à une progression nette. Donc, c'est-à-dire, elle monte de 3 et elle descend de 2, c'est-à-dire 1 mètre. Donc, après 9 cycles complets, l'escargot aura grimpé de 9, qui multiplie 1 mètre, c'est-à-dire 9 mètres. Pendant 9 jours, elle décrit 9 mètres. Donc, le 10e jour, l'escargot grimpera de 3 mètres et atteint donc 9 mètres plus 3 mètres, ça fait 12 mètres. Donc, si elle a 12 mètres, elle va sortir du puits avant de glisser. Donc, 12 mètres parce qu'on a compté tout simplement qu'elle monte, mais on n'a pas compté le glissement. Donc, le 1er juin à 8 heures, après 9 jours complets, c'est-à-dire soit le 10e jour, l'escargot sortira au début du 10e jour. Donc, le début du 10e jour, elle va sortir. Donc, l'escargot sortira du puits. Donc, le 10 juin à 8 heures,
l'escargot sortira du puits, c'est-à-dire avant la nuit pour ne pas être glissé, car le puits est là, un profond égal à 12 mètres. Donc ici, elle arrive à 12 mètres. Donc, puisque ça, c'est la journée. Donc, pendant 8 heures, c'est la journée. Donc, c'est-à-dire que elle ne peut pas glisser, parce que si elle vient la nuit, elle va glisser de 2 mètres. Et la distance sera 10 mètres. Donc, elle sortira le 10 juin à 8 heures. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.